Le manoir était situé isolé sur une colline, à la périphérie de Lucca en Toscane, si loin que le bruit de la ville n'atteignait jamais ses grilles de fer rouillées. Le chemin qui y menait était étroit, bordé de cyprès centenaires qui semblaient pencher dangereusement comme pour observer les passants. Le jour, l'endroit était simplement décadent. La nuit, il se transformait, devenant quelque chose d'inexplicable. Lorenzo Bianchil arriva là par une fin d'après-midi nuageuse, ne portant qu'une valise, une mallette et un silence qui semblait peser lourd. À 42 ans, il ne croyait ni aux histoires de fantômes, ni aux malédictions, ni aux murmures de la nuit. Il croyait aux causes, aux effets, aux contrats et aux héritages non réglés. Architecte spécialisé dans la restauration de bâtiments historiques, il avait accepté le projet pour des raisons pratiques. Le manoir avait appartenu à un parent éloigné, et l'inventaire nécessitait une expertise technique avant la vente. Le contraste était saisissant. Lorenzo était méthodique, raffiné, guidé par des horaires et des plans précis. La demeure, en revanche, semblait se rebeller contre toute tentative d'organisation. Les murs extérieurs présentaient des fissures qui ne suivaient aucune structure habituelle. Même fermées, les fenêtres laissaient échapper une légère odeur de moisi mêlée à une odeur métallique, presque de rouille fraîche. Les antagonistes bien, qu'encore invisibles, le phénomène se manifestait dans l'espace même. La maison ne se comportait pas comme un objet inanimé. Les portes grinçaient, même sans vent. Les marches craquaient en séquence, comme si quelqu'un montait lentement l'escalier principal. Ce n'était pas un événement isolé. C'était récurrent, trop prévisible pour être ignoré, trop imprévisible pour être expliqué. Lorenzo ignora le premier signe à son arrivée. En franchissant le portail, il perçut un murmure mêlé au vent, un mot bref, presque un nom. Il hésita un instant puis chassa cette intuition. Le cerveau humain crée des schémas là où il n'y en a pas, se répéta-t-il, en ouvrant la porte principale avec une vieille clé qui semblait avoir servi récemment, malgré la couche de poussière. Le conflit central se déroula sans annonce spectaculaire. Il n'y eut pas de grandes révélations, seulement de petites interruptions dans les attentes. L'horloge de la pièce principale fonctionnait, même sans être remontée. La cheminée exhalait une odeur froide. Et surtout, il y avait son nocturne, des murmures étouffés qui commençaient toujours après minuit. Au début, Lorenzo attribuait tout à l'adaptation. Les vieilles maisons parlent, comme dirait tout restaurateur expérimenté. Le bois se dilate, la pierre réagit à l'humidité. Pourtant, il commença à enregistrer les moments, les lieux et les directions des sons. Des actions concrètes, un contrôle rationnel. Mais le problème n'était pas le son lui-même. C'était contenu. La troisième nuit, alors qu'il examinait des plans dans son bureau improvisé, il entendit clairement un nom provenant du couloir du deuxième étage. Giulia. Il connaissait ce nom. Il figurait dans l'inventaire. Giulia Bianchi était décédée là en 1987. Officiellement de cause naturelle. Lorenzo ne répondit pas, ne se leva pas, ne courut pas. Il claqua simplement le dossier, si fort que la lampe vacilla. Le lendemain, il se renseigna sur les environs. Il ne posa pas de questions sur les fantômes. Il posa des questions sur l'histoire de la maison. Les habitants réagissaient toujours de la même manière. Un bref silence, un coup d'œil rapide vers la colline, une réponse vague. Personne ne mentait ouvertement. Ils omettaient seulement des informations. L'exception était Marco Venturi Marco, le gardien qui avait veillé sur la propriété pendant plus de 20 ans. Marco était un homme peu bavard, mais dont les mots étaient toujours bien choisis. Il ne parlait jamais de chuchotements ni des morts. Il disait simplement « La maison n'aime pas rester vide trop longtemps ». C'était une simple phrase, prononcée sans émotion. Pourtant, elle portait un poids étrange. Lorenzo ne répondit pas. Il en prit note mentalement et reprit sa routine de mesure, de photographie et d'inspection structurelle. La nuit, les murmures persistaient. Toujours des noms. Toujours les noms de personnes décédées dans le manoir au fil des décennies.
Lorenzo le confirma en recoupant les registres d'état civil avec de vieux documents trouvés dans un tiroir, fermés à clé du bureau d'origine. Ces murmures ne trahissaient aucune émotion particulière, ni appel à l'aide, ni menace. Juste des noms, prononcés d'une voix presque respectueuse. Le mystère ne résidait pas dans avec c'est arrivé, mais dans pourquoi. Le manoir ne semblait pas chercher à l'effrayer. Il semblait simplement lui rappeler quelque chose. L'antagonisme se précisait. Il ne s'agissait ni d'un esprit vengeur, ni d'une présence agressive. C'était lié au passé même de la maison, à la façon dont des vies s'y étaient achevées, souvent en silence, sans enquête digne de ce nom. Des morts ignorées, classées, oubliées. Lorenzo a commencé à mal dormir, non pas par peur, mais parce qu'attente, j'attendais d'entendre le nom suivant. J'attendais de le reconnaître ou non. Chaque nuit devenait une épreuve involontaire. Et la maison semblait répondre à cette attention, rendant les murmures plus clairs, plus proches. La 7e nuit, il entendit son propre nom de famille. Ce ne fut pas un choc immédiat. C'était pire. Une prise de conscience lente, pénible, presque logique. Si la maison murmurait les noms des morts, et disait maintenant Bianchi, la question n'était pas de savoir si c'était surnaturel, c'était ce que le manoir considérait comme la mort. Lorenzo se leva, traversa le couloir obscur sans allumer la lumière et s'arrêta devant la porte de sa chambre qu'il n'avait jamais réussi à ouvrir. Le bois était intact, sans serrure apparente. Lorsqu'il posa la main sur la surface froide, les chuchotements cessèrent. Pour la première fois depuis son arrivée, la maison était plongée dans un silence complet. Le silence absolu qui suivit cette nuit-là fit comprendre à Lorenzo que le manoir réagissait non seulement à sa présence, mais aussi à décision qui l'emporta à l'intérieur. Le lendemain matin, le soleil illumina la façade de pierre claire, révélant des détails passés inaperçus pendant la nuit. Des reliefs sculptés aux symboles religieux usés, des traces d'anciennes restaurations hâtives et des inscriptions presque effacées près des fenêtres de l'étage. Rien ne semblait fortuit. Tout suggérait des interventions visant à corriger un problème jamais vraiment résolu. La Toscane, avec son aspect serein et son histoire profondément stratifiée, a toujours coexisté avec des maisons érigées sur des siècles de silence. Le manoir avait été construit à la fin du XVIIIe siècle par une famille noble décadente, les Rouge-Blancaa, une époque où les propriétés rurales servaient à la fois de résidence et de lieu d'isolement social. Les archives municipales indiquent qu'un espace de convalescence privée, un euphémisme courant pour dissimuler les maladies mentales, les scandales familiaux et les décès qui ne devaient pas être officiellement enregistrés, y avait fonctionné pendant une brève période au XIXe siècle. Lorenzo n'a pas fait cette découverte d'un seul coup. Les informations ont émergé progressivement. Un vieux reçu dans un missel, une photographie oubliée derrière un miroir fêlé, des notes latines mal traduites dans les archives paroissiales. Chaque fragment renforçait le sentiment que la maison n'était pas qu'un simple décor, mais un archive vivante. Marco Venturi revint à la propriété cet après-midi-là pour s'occuper du jardin. Lorenzo l'observa quelques instants avant de l'approcher. Il ne posa aucune question directe au sujet des chuchotements. Au lieu de cela, Lorenzo lui montra une vieille photographie trouvée au grenier. 3 femmes, devant le manoir, vêtues de deuil, toutes portant le même nom de famille. Marco en a immédiatement reconnu un. C'était Léna. « Ma grand-mère parlait souvent d'elle, dit-elle en montrant du doigt. On disait qu'elle ne quittait jamais la maison, même après son enterrement. Il n'y avait aucune mise en scène. » Marco parlait comme s'il répétait une chose qu'il entendait depuis l'enfance, sans jamais avoir été incité à la remettre en question. Il expliqua qu'au fil des décennies, les habitants de la région avaient entendu des histoires similaires. Des noms chuchotés la nuit, des lumières qui s'allumaient toutes seules, des pièces qu'il devenait impossible d'occuper plus de quelques jours. Mais personne ne parlait de hantise. On appelait cela le souvenir de la maison. D'autres personnages commencèrent à prendre forme. Chiara Contichiara, historienne locale, a aidé Lorenzo à accéder aux archives et documents de l'Église qui n'étaient pas accessibles au public.
Elle traitait le manoir avec un respect prudent, évitant toujours de s'y rendre après le coucher du soleil. Chiara pensait que certains lieux absorbent les événements extrêmes, non pas comme un phénomène explicitement surnaturel, mais comme une conséquence de la négligence humaine. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est mort ici, avait-elle dit un jour, c'est ce qu'on a ignoré. Entre-temps, l'antagonisme s'intensifiait subtilement. La maison se mit à réagir différemment lorsque Lorenzo explorait certains espaces. La pièce, autrefois fermée à clé, laissait désormais entrer les occupants, mais l'air y était lourd, presque suffocant, malgré les fenêtres ouvertes. Sur le sol, des traces de griffes indiquaient que de lourds meubles avaient été déplacés à plusieurs reprises, comme si quelqu'un avait tenté désespérément de réaménager l'espace. Les murmures revinrent, mais ils avaient changé. Ce n'étaient plus seulement des noms isolés. Parfois, ils s'accompagnaient de longs silences, comme si la maison attendait que Lorenzo reconnaisse quelque chose. Une nuit, il entendit 3 noms d'affilée, tous appartenant à des personnes enterrées la même année, sans mention de la cause du décès dans les registres officiels. Le respect dû aux morts, si cher à la culture italienne, rendait ce phénomène d'autant plus troublant. Des tombes anonymes, des décès sans rite, des familles disparues des registres d'état civil. Le manoir semblait concentrer tous ces éléments, comme un lieu où l'oubli n'était jamais total. Lorenzo, toujours animé par l'action, décida de cartographier les événements. Il créa un diagramme reliant les murmures aux pièces, aux dates et aux noms. Un schéma commença à se dessiner. Chaque nom correspondait à une personne dont la mort avait été classée de manière générique, sans enquête approfondie ni tenue de registre. Il n'y a pas eu de meurtres officiels. Il y a eu des omissions. L'antagoniste, désormais plus clairement défini, n'était pas une entité consciente, mais un système de silence accumulé. Le manoir ne punissait pas, il ne menaçait pas. Il exposait. Il murmurait ce qui n'avait jamais été dit à voix haute. Des personnages secondaires ont renforcé cette dynamique. Un ancien prêtre du coin a refusé de commenter l'affaire, interrompant brusquement la conversation en entendant le nom de la maison. Un responsable de l'état civil a admis, après quelques hésitations, que certains registres avaient été simplifiés au fil des ans afin d'éviter des enquêtes inutiles. La maison, inscrite dans ce contexte culturel et historique, devint le reflet déformé de la communauté elle-même, et Lorenzo, en cherchant à comprendre, cessa d'être un simple architecte évaluant une propriété. Il devint partie intégrante du mécanisme que la demeure semblait mettre à l'épreuve. Ce soir-là, en relisant ses cartes et ses notes, il entendit un nom qui ne figurait dans aucun document, un nom que lui seul connaissait. Dès l'instant où le manoir murmura un nom introuvable dans les registres officiels, le conflit cessa d'être une simple enquête. Lorenzo ne changea pas ses habitudes par peur, mais par nécessité. Si la maison fonctionnait par omission, la suite logique était de découvrir la vérité, ceux qui étaient encore cachés, et par qui. Il étendit ses recherches au-delà de la propriété elle-même. Il se rendit aux archives régionales de Florence, demanda l'accès aux anciens registres de succession et recoupa les données relatives au décès avec les changements brusques de propriétaires de la maison. À chaque nouvelle découverte, la maison réagissait presque instantanément. Des objets étaient déplacés. Des portes restées closes pendant des années s'ouvraient d'elles-mêmes au petit matin, menant toujours Lorenzo vers des espaces encore inexplorés. L'un de ces espaces était une aile latérale, partiellement ensevelie par un glissement de terrain survenu des décennies auparavant. Elle ne figurait pas dans les plans officiels. En dégageant les décombres avec l'aide de Marco, ils découvrirent une porte de service, donnant sur un couloir étroit aux murs recouverts d'un badigeon à la hâte, une vieille méthode utilisée pour masquer les odeurs et les traces organiques. Là, les chuchotements devinrent constants. Ne se limitant plus à la nuit, ils étaient bas, presque respectueux, comme si la maison ne permettait qu'à ceux qui acceptaient de rester de les entendre. Lorenzo comprit qu'il n'y avait pas de répétition aléatoire. Chaque nom n'apparaissait qu'une seule fois, comme un enregistrement final.
L'antagonisme a pris une nouvelle forme. Résistance humaine. Lorsque Lorenzo tenta d'obtenir des documents supplémentaires auprès du bureau d'état civil local, sa demande fut rejetée sans explication claire. Chiara l'avertit que certaines familles influentes de la région avaient intérêt à ce que le passé du manoir reste occulté, non par pure malveillance, mais par souci de commodité historique. Reconnaître des omissions impliquerait de rouvrir des enquêtes, de remettre en question des héritages et de ternir des réputations. Entre-temps, la maison exerçait une pression croissante. Des noms se faisaient murmurer de plus en plus près, tantôt au pied de l'escalier, tantôt derrière les murs. Lorenzo commença à reconnaître des schémas de mouvements sonores qui le guidaient physiquement dans les couloirs, comme s'il était conduit. Il résistait à l'idée de suivre ces pistes la nuit, mais se rendait compte que les ignorer avait des conséquences concrètes. Outils cassés, papiers déchirés, fenêtres inexplicablement ouvertes sous une pluie battante. Il n'y a pas eu de violence directe, juste assez d'interférences pour rendre le fonctionnement normal impossible. Les personnages secondaires ont exacerbé le conflit. Marco, jusque-là distant, a révélé que son père avait travaillé au manoir dans les années 1970 et avait disparu peu après, officiellement déclaré avoir abandonné la région. On n'a jamais retrouvé son corps. Il n'y a jamais eu d'enquête. Son nom n'avait jamais été murmuré jusqu'à présent. Chiara, de son côté, commença à recevoir des appels anonymes lui demandant de se tenir à l'écart de l'affaire. Rien de menaçant, juste de l'insistance. La pression sociale devenait palpable, créant une seconde forme d'antagonisme, celle de la communauté qui préférait l'oubli à la vérité. À l'intérieur du manoir, Lorenzo découvrit un vieux registre informel dissimulé sous le plancher de la pièce fermée à clé. Les pages, tachées et écrites de main d'homme, contenaient des noms, des dates et de brèves observations. Certaines lignes s'interrompaient brusquement, d'autres étaient tellement raturées qu'elles déchiraient le papier. Au contact du livre, les chuchotements cessèrent complètement. Le silence était devenu menaçant. Plus aucune indication, seulement l'attente. Lorenzo comprit qu'il avait franchi une limite. La maison n'avait plus besoin d'attirer l'attention. Il en avait déjà assez vu pour assumer la responsabilité de la suite. Le conflit central s'enracinait. Révéler ou garder le silence. Révéler ses omissions reviendrait à confronter les familles, les institutions et un récit historique soigneusement entretenu. Les ignorer reviendrait à accepter le rôle joué par d'autres avant lui. Ce soir-là, Marco se présenta au manoir après les heures d'ouverture, visiblement bouleversé. Il raconta avoir entendu son propre nom de famille murmuré pour la première fois, venant des abords du vieux puits, une zone que Lorenzo n'avait pas encore explorée. Le conflit, auparavant contenu dans l'enceinte de la maison, commençait à s'étendre au-delà de ses murs. L'étude du puits a révélé une complexité inattendue pour Lorenzo. La structure était recouverte d'une végétation dense, cultivée délibérément pour en entraver l'accès. Elle ne figurait sur aucun plan ancien du domaine, mais les registres agricoles attestaient de son existence jusqu'au milieu des années 1960, date à laquelle elle fut officiellement désactivée. Ce terme était bien trop vague pour un élément essentiel à la survie de la propriété. Autour du puits, le sol présentait des creux irréguliers, comme s'il avait été remué à maintes reprises au fil des ans. Marco, visiblement tendu, refusa de descendre. Non par peur du lieu, mais pour une raison plus pratique. Son père avait été vu pour la dernière fois dans ce secteur. L'intrigue personnelle de Marco était directement liée au conflit central, démontrant que les omissions du manoir n'étaient pas abstraites, elles avaient des victimes bien réelles. Pendant que Lorenzo organisait des fouilles contrôlées, Chiara subissait ses propres pressions. Un confrère historien publia un article minimisant l'importance du manoir, le qualifiant de simple exemple de folklore exagéré. Le texte citait des sources sélectives et ignorait les documents que Chiara avait aidé Lorenzo à trouver. Il ne s'agissait pas d'une attaque directe, mais d'une manœuvre manifeste visant à discréditer de manière préventive toute révélation future.
La maison réagit à ces événements d'une manière singulière. Les murmures ne revinrent qu'autour du puits, répétant inlassablement des noms liés aux ouvriers, aux employés et aux personnes sans lien avec la noblesse. La dimension sociale s'intensifia. Ce n'étaient plus les morts de l'élite qu'on avait oubliées, mais celles des gens considérés comme remplaçables. À l'intérieur du manoir, Lorenzo découvrit un ancien système de passage intérieur, d'étroits couloirs servant à la circulation des domestiques, fréquents dans les grandes demeures italiennes du XIXe siècle. Les murs portaient des inscriptions faites avec les ongles ou des objets de fortune, des dates, des noms incomplets, des symboles religieux mal dessinés. Il ne s'agissait ni de décoration ni d'illusion collective. C'était la trace d'une permanence forcée. L'urgence s'est fait sentir lorsque Lorenzo a reçu la notification officielle. La procédure de succession serait achevée dans quelques semaines. Si aucune irrégularité n'était officiellement constatée d'ici là, le manoir serait vendu et ferait l'objet d'une restauration qui effacerait définitivement toute trace de ces irrégularités. Cette urgence imposa des décisions rapides. Lorenzo et Chiara se mirent à numériser tout ce qu'ils purent trouver. Photographies, documents, enregistrements audio de chuchotements. Ces derniers étant toutefois inégaux et ne captant souvent que des bruits indistincts. La maison semblait limiter l'enregistrement à une certaine limite, comme si elle souhaitait garantir une présence humaine dans le processus, et non se contenter d'une simple documentation technique. L'intrigue secondaire concernant le curé local prit une nouvelle importance lorsque Chiara découvrit une ancienne correspondance entre la paroisse et la famille propriétaire du manoir. Les lettres mentionnaient des logements temporaires et des dispenses sacramentelles liées à des décès non enregistrés. L'Église n'était pas directement responsable de ces décès, mais avait contribué à les dissimuler. À l'intérieur du manoir, les couloirs secrets s'ouvraient spontanément aux premières lueurs du jour, créant des passages qui menaient toujours au même point, la pièce verrouillée, désormais accessible à tous. Là, Lorenzo découvrit des marques au sol indiquant la présence de plusieurs lits alignés. La maison avait été, un temps, un lieu de séquestration informelle. Chaque sous-graphique convergeait vers le même axe. Normalisation de l'omission des ouvriers ont disparu. Les archives ont été simplifiées. Les récits ont été relégués au second plan. Le manoir n'a pas créé l'horreur. Il ne faisait que la concentrer. À la veille du creusement du puits, les chuchotements cessèrent de nouveau. À leur place, un seul son résonna dans toute la maison, une sorte de respiration collective, profonde et continue, comme si tout l'endroit était en attente. Les fouilles du puits commencèrent à l'aube, sous un ciel couvert qui enveloppait la colline d'une lumière tamisée, sans ombre nette. Lorenzo insistait pour que tout soit fait de manière technique, documentée, presque bureaucratique. Il ne voulait pas que ce moment soit perçu comme un événement émotionnel. C'était une enquête. Elle devait le rester. 2 mètres de fouilles suffisent pour que la résistance du sol change radicalement. La terre compactée laisse place à un mélange hétérogène de pierres, de chaux et de restes organiques décomposés. L'odeur se dégage avant même toute trace visible, une odeur ancienne et sèche qui ne ressemblait pas à une décomposition récente, mais plutôt à quelque chose de conservé artificiellement. Marco s'écarta aussitôt. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à quelques mètres de là, le regard fixé au sol. Lorenzo poursuivit. La première découverte fut un fragment de tissu épais, semblable à un uniforme de travail du début du XXe siècle. Puis, des ossements longs furent mis au jour, disposés de manière trop ordonnée pour évoquer un accident. Aucun signe d'effondrement chaotique n'était visible. Quelqu'un avait placé ces corps là intentionnellement. Lorsque les fouilles mirent au jour au moins 4 squelettes partiellement conservés, Lorenzo ressentit quelque chose qui ne ressemblait pas à de la peur. C'était une reconnaissance, la confirmation d'un schéma qu'il soupçonnait déjà, mais qu'il lui devenait désormais impossible d'ignorer. Ce puits n'était pas une construction improvisée. Il faisait partie intégrante du fonctionnement de la maison.
Le véritable tournant survint quelques heures plus tard, lorsqu'un objet métallique fut découvert près d'un des corps. Un simple médaillon, rongé par le temps, mais encore lisible. À l'intérieur, un morceau de papier plié sur lequel un nom était écrit à la main. C'était le nom que le manoir avait murmuré quelques jours auparavant, celui qui ne figurait sur aucun document. Lorenzo en ressentit physiquement l'impact. Ce n'était pas seulement le nom d'une connaissance, c'était celui de quelqu'un qu'il avait involontairement contribué à effacer des années auparavant. Le souvenir lui revint de façon fragmentaire, mais suffisamment précise. Au début de sa carrière, Lorenzo avait travaillé comme assistant technique sur un chantier de restauration à Milan. Durant les travaux, un ouvrier avait trouvé la mort dans un accident dont les circonstances étaient restées floues. Pour éviter des retards et des coûts supplémentaires, le rapport avait été modifié. Lorenzo l'avait signé en tant que réviseur technique. Il n'avait pas inventé le mensonge, mais il l'avait validé. L'homme n'avait pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Son nom a disparu des registres publics peu après. Le manoir ne murmurait pas seulement les noms des morts oubliés. Il murmurait noms liés à des omissions auxquelles Lorenzo avait déjà participé, directement ou indirectement. Cette révélation a tout bouleversé. L'antagonisme a cessé d'être extérieur. L'institution ne l'avait pas choisi par hasard. Il n'était pas un simple héritier lointain, ni un architecte opportuniste. Il était quelqu'un qui comprenait concrètement le fonctionnement du silence institutionnel. Pendant que Lorenzo assimilait la situation, la maison a réagi d'une manière inédite. Pour la première fois depuis leur arrivée, les murmures devinrent audibles en plein jour. Ils n'étaient plus localisés. Ils résonnaient dans tout le bâtiment, se superposant, créant une masse indistincte de voix qui ne demandaient pas d'aide, n'accusaient pas, ne suppliaient pas. Elles existaient, tout simplement. Chiara, qui observait les fouilles à distance, fut prise de panique, mais parvint à se contenir. Elle déclara que cela défiait toute justification historique. Mais Lorenzo remarqua un détail crucial. Les murmures cessaient dès que quelqu'un tentait d'interpréter, d'expliquer ou de consigner le phénomène comme extraordinaire. Il ne reprenait que lorsque quelqu'un, responsabilité assumée. L'événement inattendu qui a marqué ce tournant décisif s'est produit cette même nuit. Lorenzo décida de passer la nuit dans la pièce fermée à clé, désormais totalement exposée. Assis par terre, entouré de documents, de cartes et d'archives, il n'alluma aucune bougie, n'accomplit aucun rituel, ne parla pas à voix haute. Il resta simplement là, conscient de sa propre participation à des systèmes semblables à ceux qui avaient fonctionné dans ce manoir pendant des décennies. Peu après minuit, la maison a répondu, pas à voix basse. Mais dans un silence absolu, un simple geste suffit. Une cloison invisible s'ouvrit lentement, révélant un espace étroit. À l'intérieur, des boîtes numérotées et soigneusement rangées contenaient des effets personnels, montres, bagues, lettres, papiers d'identité. Tout était méticuleusement catalogué. Ce n'était pas une cachette de fortune, c'était un fichier parallèle. Lorenzo comprit alors que le manoir n'était ni un lieu maudit, ni un refuge surnaturel pour les âmes errantes. C'était un système créé par l'homme pour gérer les morts indésirables. Un mécanisme si efficace qu'il continuait de fonctionner même après la disparition de ses créateurs. La terreur ne résidait pas dans l'inexplicable, mais dans l'efficacité. La maison n'avait pas besoin de fantômes, elle avait juste besoin de quelqu'un prêt à écouter et à reconnaître son propre rôle. Cette nuit-là, contrairement aux précédentes, le manoir ne murmura aucun nom. Elle avait fini de parler. L'impact de la découverte ne fut pas explosif. Il n'y eut ni cris, ni crise de larmes, ni confrontations immédiates. Les conséquences se firent sentir progressivement, presque administrativement, ce qui les rendait d'autant plus troublantes. Le manoir, désormais silencieux, semblait avoir transféré le poids de son contenu sur les épaules de ceux qui étaient encore en vie. Le lendemain matin de la découverte du dossier caché, Lorenzo ressentit un changement concret dans la dynamique des lieux.
La maison n'entravait plus ses mouvements. Les portes restaient ouvertes ou fermées comme à son départ. Aucun objet ne bougeait. Aucun bruit ne s'élevait la nuit. L'antagonisme actif avait cessé, mais le prix à payer était évident. Désormais, tout dépendait exclusivement des actions humaines. Lorenzo entreprit aussitôt de cataloguer les objets trouvés. Chaque boîte contenait des effets personnels associés à des noms murmurés auparavant. Certains objets portaient des étiquettes manuscrites avec des dates qui ne correspondaient pas au registre de décès officiels. D'autres présentaient des traces d'utilisation récentes indiquant que les archives avaient été mises à jour, même des décennies après la fermeture supposée du manoir. Les conséquences commencèrent à s'étendre au-delà des murs de la propriété. Chiara a contacté un procureur régional réputé pour rouvrir des affaires anciennes sensibles. Elle n'a présenté aucune théorie, ni évoqué de phénomènes étranges. Elle s'est limitée aux faits vérifiables, corps retrouvés, documents parallèles, incohérences dans les archives. La réponse fut froide, mais immédiate. Une équipe médico-légale a été dépêchée sur les lieux. L'arrivée des autorités a provoqué des réactions défensives au sein de la communauté. Les habitants de longue date ont commencé à éviter le quartier. Certains commerçants ont refusé de servir Lorenzo et Chiara, non par hostilité ouverte, mais par crainte d'être associés à eux. Le silence collectif, jusque-là tacite, est devenu actif. Marco fut directement touché. Après le creusement du puits, son nom de famille commença à apparaître dans d'anciens documents liés au manoir, non pas en tant que propriétaire, mais comme intermédiaire, quelqu'un dont la famille avait été exploitée à maintes reprises comme main-d'œuvre jetable. La confirmation que son père figurait probablement parmi les corps retrouvés ne lui apporta aucun soulagement. Elle lui imposa une responsabilité. Marco allait devoir décider s'il laisserait cette affaire être classée ou s'il exigerait une reconnaissance officielle. Le manoir réagissait indirectement aux mouvements extérieurs. Chaque fois que des documents étaient retirés sans autorisation, un problème survenait. Les caméras perdaient le signal, le matériel dysfonctionnait. Des boîtes disparaissaient temporairement, puis réapparaissaient exactement à leur emplacement initial. Il ne s'agissait pas d'agression, mais de correction. Lorenzo s'est rendu compte que le système ne fonctionnait que lorsqu'il y avait continuité éthique. Toute tentative de reproduire les schémas de dissimulation s'est heurtée à une résistance. Sur le plan interne, il devait faire face à d'inévitables conséquences personnelles. En relisant d'anciens contrats de sa carrière, il découvrit d'autres cas similaires à celui de Milan. Des situations où des irrégularités avaient été simplifiées pour respecter les délais et préserver la réputation. Le manoir lui avait servi de miroir agrandi pour des pratiques qu'il avait toujours considérées comme courantes. Il n'y eut point d'autopunition mélodramatique. Il passa à l'action. Lorenzo commença à envoyer des rapports complémentaires à ses anciens employeurs, sollicitant des évaluations formelles. Certaines réponses furent rapides sur la défensive. D'autres, étonnamment, se montrèrent réceptives. Le processus fut lent, mais irréversible. Les tensions s'exacerbèrent lorsque des représentants d'une des familles historiquement liées au manoir tentèrent d'intervenir par voie légale, invoquant la violation de la propriété privée et la diffamation posthume. Leur tentative échoua face à des preuves matérielles irréfutables. Néanmoins, la pression juridique exercée montrait que le conflit était loin d'être terminé. À l'intérieur du manoir, l'atmosphère demeurait stable. La terreur macabre s'était muée en quelque chose de plus inquiétant encore, une surveillance silencieuse. La maison n'avait plus besoin de parler, car tout était observé. La troisième nuit après l'arrivée de l'équipe médico-légale, Lorenzo entendit de nouveau un bruit. Pas un murmure, pas un nom. Juste le léger frottement d'un objet lourd déposé sur le sol de la pièce fermée à clé. En vérifiant, il découvrit une nouvelle boîte, identique aux autres, sans numéro. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, une copie authentifiée du rapport de Milan, avec la signature de Lorenzo clairement visible. La conséquence était claire. Le manoir ne recherchait pas une justice abstraite. Il recherchait
continuité de la vérité, y compris lorsque cela concernait des personnes disposées à le révéler. Lorenzo n'a pas tenté de soustraire le document. Il l'a photographié, catalogué et versé au dossier officiel des preuves. À cet instant, il a compris qu'il ne pouvait plus revenir à une position neutre. La maison ne murmura pas son nom. Ce n'était pas nécessaire. La phase suivante ne fut pas marquée par des découvertes nouvelles et bouleversantes, mais par quelque chose de plus difficile à maintenir. Continuité, l'enquête étant officiellement ouverte, Lorenzo cessa d'être un simple médiateur technique et se retrouva dans une position délicate, à mi-chemin entre témoin, complice tardif et agent de correction. Le défi qui lui incombait ne requérait pas du courage physique, mais une force morale inébranlable. Le manoir demeurait imperturbable. Aucun bruit, aucune interférence spatiale. La terreur s'était désormais déplacée à l'extérieur, se mêlant aux réactions humaines. Les institutions commencèrent à réagir avec une prudence calculée. Des demandes d'éclaircissement affluèrent, accompagnées de tentatives de délimitation des responsabilités. C'était un vieux jeu, admettre le moins possible, protéger le plus possible. Lorenzo devait évoluer d'un entraîneur réactif à un entraîneur capable d'assumer des décisions impopulaires. Lorsqu'on lui a demandé de restreindre l'accès à la propriété sous prétexte de préserver le bien, il a refusé. Il a exigé une transparence totale, même en sachant que cela retarderait tout résultat professionnel favorable. Ce choix n'a été accompagné d'aucun discours intérieur ni de justification émotionnelle. Juste une action cohérente. Marco, à son tour, a entrepris des démarches pour faire reconnaître officiellement son père comme victime de disparition forcée. Sa transformation était manifeste. L'homme qui auparavant esquivait les questions s'est mis à exiger des réponses. Ce changement n'était pas motivé par l'espoir, mais par l'épuisement. Le silence ne le protégeait plus. Chiara a fait face à une résistance académique croissante. Ses collègues ont mis en doute son objectivité, l'accusant de sensationnalisme. En réponse, elle a publié des documents bruts sans interprétation. Cette stratégie a révélé de manière irréfutable les faiblesses de l'institution. Le défi, dans ce cas précis, n'était pas de convaincre, mais de persister. À l'intérieur du manoir, Lorenzo entreprit une restauration sélective. Non pas pour effacer les traces, mais pour les consolider. Les inscriptions des couloirs intérieurs furent préservées. Les passages secrets furent cartographiés et documentés. Chaque action avait un but précis, empêcher que l'espace ne redevienne un lieu purement fonctionnel et silencieux. L'évolution personnelle de Lorenzo s'est manifestée dans sa façon d'aborder son passé professionnel. Là où il acceptait auparavant des ajustements techniques, il exigeait désormais une documentation complète. D'anciens projets ont commencé à être réévalués par des tiers. Certains contrats ont été résiliés. L'impact financier était réel, mais prévisible. Malgré tout, il n'a pas cédé. La pression s'accentua lorsqu'une commission régionale proposa de classer le manoir comme site d'intérêt historique restreint, limitant ainsi l'accès du public. Lorenzo s'y opposa, arguant qu'une restriction excessive reproduirait le même schéma d'exclusion qui avait permis les abus initiaux. Le différend ne fut pas résolu rapidement, mais son existence même témoignait déjà d'un changement. La véritable épreuve de résilience est survenue lorsque Lorenzo a reçu une offre discrète, mettre fin à son implication officielle dans l'affaire en échange d'une compensation financière et de la radiation de son nom de toute responsabilité passée. Aucune menace explicite n'a été proférée. Il s'agissait simplement d'une offre rationnelle présentée comme une solution équilibrée. Il a refusé sans négocier les conditions. La décision n'a pas apporté de soulagement immédiat. Au contraire, elle a accentué l'isolement. Mais elle a aussi produit un effet inattendu. D'autres personnes ont commencé à s'exprimer. D'anciens employés de la région, des descendants de disparus, des familles qui n'avaient jamais obtenu d'explications officielles. Le manoir, autrefois un lieu isolé, est devenu un catalyseur. Cette nuit-là, Lorenzo parcourut seul les couloirs intérieurs désormais illuminés. Il ne cherchait pas d'indices, mais vérifiait simplement l'agencement.
En passant devant la pièce fermée à clé, il remarqua un changement subtil. Les boîtes avaient été réorganisées. Rien de nouveau, juste une répartition plus claire, comme si les archives avaient enfin trouvé leur place. C'était un changement minime, mais significatif. La maison n'avait besoin de rien de plus. La transformation de Lorenzo ne s'est pas achevée par une absolution, mais par un rôle redéfini. Il n'était ni le solutionneur final, ni le héros tardif. Il était celui qui avait interrompu un cycle de silence et qui était resté actif pour empêcher sa reprise. La terreur macabre persistait, mais elle était désormais pleinement identifiée. Elle ne provenait plus de voix nocturnes, mais de la facilité avec laquelle des systèmes entiers s'organisent pour oublier. Et cette fois, quelqu'un était prêt à se souvenir. La phase préparatoire ne fut pas marquée par le calme, mais par une accélération maîtrisée. À mesure que les enquêtes progressaient, les échéances se chevauchaient de manière critique. La commission régionale avait fixé un délai pour statuer sur le sort du manoir. La procédure judiciaire, impliquant des familles influentes, avançait en parallèle. Tout indiquait qu'une décision serait prise sous peu, par consensus ou non. Lorenzo comprit que cet intervalle représentait la dernière véritable marge de manœuvre. Si l'histoire du manoir se retrouvait éparpillée entre rapports techniques, litiges juridiques et analyses universitaires, le cœur du problème risquait de se perdre à nouveau. Non pas par mauvaise foi manifeste, mais par dilution institutionnelle. Il organisa une action directe et concrète. La création d'un dossier unifié, rassemblant des preuves matérielles, des documents parallèles, des analyses médico-légales et des témoignages. Sans interprétation, uniquement des faits interreliés. L'objectif était simple, empêcher que la vérité ne soit fragmentée au point de devenir inoffensive. Marco a fourni des témoignages personnels et des documents familiaux qui corroboraient les pratiques d'embauche informelle, de disparition et de remplacement rapide de la main-d'œuvre. Chaque cas isolé semblait anodin. Ensemble, ils ont révélé un système. Sous la pression de ses collègues et des organismes culturels, Chiara décida de rompre avec les protocoles universitaires traditionnels. Au lieu de soumettre son travail à d'innombrables révisions, elle prépara une présentation publique, ouverte à la communauté locale. Le risque était élevé. Une exposition excessive pouvait provoquer des réactions défensives agressives. Malgré tout, elle se lança. Le silence régnait dans la demeure, mais son influence était palpable. Chaque fois que Lorenzo tentait d'accélérer les procédures par les voies bureaucratiques traditionnelles, il se heurtait à des résistances. En revanche, lorsqu'il agissait avec transparence et franchise, des portes s'ouvraient. Le schéma était trop évident pour être ignoré. Dans la semaine précédant l'audience cruciale, Lorenzo reçut une notification inattendue. L'accès à la demeure serait temporairement suspendu pour des raisons de sécurité structurelle. La justification était peu convaincante. L'intention, en revanche, était claire. Sans accès au site, toute inspection ultérieure serait impossible, et des tiers pourraient reprendre le contrôle du récit. La réaction fut immédiate. Lorenzo demanda une inspection indépendante, diffusée en direct, avec la participation d'experts externes et de représentants de la communauté. Il ne s'agissait pas d'un coup médiatique, mais d'une stratégie de préservation. La tension est montée d'un cran lorsque, la veille de l'inspection, une partie du système électrique du manoir a connu une panne. Aucun incendie ni dégâts importants n'a été constaté, mais la panne était suffisante pour rendre la visite impossible d'un point de vue technique. L'incident a été officiellement classé comme usure normale de la structure. Lorenzo a décidé d'agir avant que la décision ne soit prise par les autres. Cette nuit-là, il pénétra seul dans le manoir, muni d'une autorisation provisoire encore valide. Il ne cherchait pas de nouvelles preuves. Il cherchait consolidation. Il a rassemblé tout le matériel dans la pièce fermée à clé, organisant boîtes, documents et archives en un seul endroit, photographiant chaque étape. C'est alors que la maison se manifesta à nouveau.
non pas par des murmures, ni par des bruits physiques, mais par une transformation spatiale concrète. Les passages intérieurs s'alignèrent d'une manière inédite, créant un chemin direct de la pièce verrouillée à l'ancien hall principal. Les portes, auparavant mal alignées, s'ouvrirent l'une après l'autre, comme si l'espace avait été réorganisé pour guider quelque chose ou quelqu'un. Lorenzo suivit le chemin sans hésiter. Dans la pièce, il découvrit quelque chose d'inédit, une longue table placée en plein centre, recouverte d'objets personnels sortis de leur boîte, montres, lettres, médailles. Le tout disposé comme dans une exposition improvisée, sans aucune étiquette. Le message était clair, il fallait que cela soit vu, ensemble non fragmenté, non archivé. Le lendemain matin, l'inspection indépendante s'est déroulée comme prévu. Les autorités ne pouvaient ignorer l'évidence. Pour la première fois, la demeure ne dissimulait plus rien. À ce moment précis, tous les éléments étaient réunis pour préparer le point culminant. Toutes les forces étaient alignées. Pression institutionnelle, résistance communautaire, documentation consolidée et un espace physique qui refusait désormais d'être réduit à un simple objet immobilier. La prochaine étape ne dépendrait plus des découvertes, cela dépendrait de la décision. L'audience cruciale se déroula dans un ancien bâtiment administratif de Lucques, choisi pour sa neutralité institutionnelle. L'ironie n'échappa pas à Lorenzo, un lieu historique et silencieux, sur le point de décider du sort d'un autre lieu construit précisément pour dissimuler des histoires. La table était longue, des représentants légaux, des membres de la commission régionale, des experts indépendants et des observateurs communautaires occupaient des places soigneusement choisies. Rien ne semblait improvisé. Tout suivait un protocole précis, la même structure qui, pendant des décennies, avait permis à la résidence de fonctionner sans problème. Lorenzo n'a pas apporté de discours préparé, il a apporté le dossier unifié. Lorsqu'il prit la parole, il ne parla ni de rumeurs, ni d'expériences subjectives. Il se contenta de présenter une suite de faits, des corps retrouvés dans une zone non répertoriée, des actes de décès parallèles, des effets personnels répertoriés hors des inventaires officiels, des contrats de travail informels suivis de disparitions. Chaque point était étayé par des preuves matérielles. La première tentative de diversion ne tarda pas. Un représentant légal soutint que les événements s'inscrivaient dans des contextes historiques distincts et ne pouvaient être considérés comme un système unique. Lorenzo se contenta de répondre par des chiffres, des dates récurrentes, des schémas de remplacement de main-d'œuvre, des transferts de biens survenant peu après des décès non élucidés. Le rebondissement est survenu lorsque des experts indépendants ont révélé un fait inattendu. La chaux utilisée pour enduire les couloirs intérieurs et les zones enterrées contenait des composés indiquant des applications périodiques au moins jusqu'aux années 1990. Cela contredisait la version officielle selon laquelle le manoir avait été fonctionnellement abandonné des décennies auparavant. Le système n'était pas seulement ancien, air entretenu. Le contexte a changé. Ce qui semblait autrefois un débat technique est devenu une question de responsabilité contemporaine. Des familles influentes, auparavant protégées par la distance, sont désormais mentionnées ouvertement. Le silence stratégique commence à se fissurer. Marco fut appelé à témoigner. Il parla peu, il ne chercha pas à dramatiser. Il présenta seulement des documents et des photos de son père travaillant sur la propriété des mois avant sa disparition. L'absence d'enregistrement officiel cessa d'être un simple détail administratif et devint la preuve d'une exclusion délibérée. Chiara a conclu la séquence en présentant les images brutes au public, sans interprétation, sans adjectif, juste une présentation. Le point culminant ne s'est pas traduit par une décision immédiate, mais par quelque chose de plus décisif, l'impossibilité de revenir à l'état précédent. La commission a suspendu toute procédure de vente ou de restriction concernant le manoir et a ordonné l'ouverture d'une enquête criminelle élargie, incluant la responsabilisation institutionnelle. Lorenzo ressentit concrètement cette transformation.
non pas comme une victoire, mais comme un changement radical de son rôle. Il n'était plus un technicien impliqué dans une affaire délicate. Il était devenu un point de référence, gênant, celui qui avait perturbé un mécanisme trop efficace pour être considéré comme un simple accident. Ce soir-là, il retourna au manoir pour la dernière fois avant l'interdiction officielle. L'endroit était éclairé uniformément. Aucune ombre exagérée, aucun bruit. La maison semblait enfin intégrée au présent, privée de la fonction qu'elle avait si longtemps remplie. En entrant dans le hall principal, il constata que la table était vide. Les objets avaient été récupérés par l'équipe de police scientifique. Seule une marque subsistait au centre de la surface en bois. Un cercle plus clair, là où un objet lourd avait reposé longtemps. Lorenzo comprit que le point culminant ne résidait pas dans la démonstration publique, mais dans ce moment de silence. Le manoir n'avait plus besoin de fonctionner comme un système correctionnel informel. Sa fonction avait été remplacée par des procédures formelles, encore imparfaites, mais visibles. Au moment de partir, il entendit un dernier bruit. Ce n'est pas un nom, pas un murmure, juste le craquement sec du bois qui se tasse, comme une structure enfin libérée des tensions accumulées. L'histoire avait pris une tournure différente, irréversiblement. Le manoir fut rapidement bouclé, mais ses conséquences se propagèrent lentement, telles des vagues qui mettent du temps à atteindre des rivages lointains. L'endroit fut finalement considéré comme site de recherche historique et criminelle, une catégorie rare, créée à la hâte pour traiter un problème qui ne rentrait dans aucune autre. Lorenzo quitta les lieux le lendemain de l'audience. Il n'y eut ni adieu symbolique, ni sentiment d'apaisement personnel. La maison n'avait plus besoin de lui, et lui non plus d'elle. Leur relation avait été fonctionnelle, difficile et définitive. L'enquête a progressé sur plusieurs fronts. Les analyses médico-légales ont confirmé que le puits et les zones enterrées avaient été utilisés à maintes reprises pendant des décennies pour dissimuler des corps, toujours ceux de personnes sans protection institutionnelle. Ouvriers, employés de maison, personnes considérées comme précaires. Le manoir ne choisissait pas ses victimes. Il ne faisait qu'agir au sein d'un système qui les avait déjà choisis. Les familles influentes ont réagi selon des stratégies prévisibles. Déclarations publiques de condoléances, dénégations, tentatives de dissocier les noms actuels des actions passées. Certaines sont parvenues à limiter les dégâts juridiques, d'autres non. Des poursuites ont été engagées, des dossiers réexaminés, des titres honorifiques discrètement retirés. Des mois plus tard, Marco reçut la confirmation officielle. Les restes de son père avaient été identifiés. Cette reconnaissance n'apporta pas une justice complète, mais elle offrit quelque chose de plus concret, une existence documentée. Un nom réintégré dans les archives. La fin de l'incertitude. Chiara publia les résultats de son enquête dans un format inhabituel. Des archives ouvertes, accessibles au public, sans commentaire éditorial. Ce choix fut critiqué par les milieux universitaires, mais salué par les historiens indépendants. L'histoire du manoir cessa d'être une anomalie isolée et commença à être citée comme exemple de violence administrative prolongée. Quant à Lorenzo, les conséquences furent silencieuses et durables. Il ne fut pas poursuivi pénalement pour ses actes passés, mais sa carrière prit un tournant inattendu. Les projets d'entreprise se firent plus rares. En revanche, on commença à le consulter pour des évaluations éthiques, des audits d'actifs et des enquêtes techniques sensibles. Ce n'était pas une reconnaissance, c'était une nécessité. La transformation du protagoniste s'est achevée sans cérémonie. Lorenzo ne se considérait pas comme celui qui avait corrigé le passé. Il savait que la plupart des systèmes qui permettaient au manoir d'exister continuaient de fonctionner dans d'autres contextes, sous d'autres apparences. Ce qui avait changé, c'était sa propre place au sein de ces systèmes. Des mois plus tard, le manoir a été ouvert au public de manière encadrée, non pas comme attraction touristique, mais comme lieu de documentation. Aucune reconstitution spectaculaire, aucun enregistrement sonore de murmures, juste des couloirs, des inscriptions préservées et des objets catalogués avec leur nom complet.
Les visiteurs ont fait part d'une sensation troublante, mais non inexplicable. La terreur ne venait pas de l'espace, mais de la luminosité. Lorenzo visita les lieux une dernière fois, incognito. Il parcourut les couloirs intérieurs, désormais éclairés par des plaques informatives. Il observa les gens lire des noms, des dates, des contextes, sans mise en scène, sans spectacle. Dans l'ancienne pièce fermée à clé, désormais identifiée comme archive parallèle. Il n'y avait plus de boîte, seulement des panneaux explicatifs et des photographies du processus d'enquête. La fonction de l'espace avait été définitivement modifiée. Au moment où il partait, Lorenzo n'entendit rien. La maison n'avait plus besoin de chuchoter. Son histoire s'était inscrite à la surface du monde, visible, vérifiable et gênante. C'était la justice maximale que cet endroit pouvait tolérer. Des années plus tard, le manoir cessa de porter le nom de la famille qui l'avait fait construire. Dans les archives officielles, il n'était plus désigné que par son adresse. Les guides évitaient les récits sensationnalistes. Aucun murmure ni phénomène étrange ne fut rapporté. Pourtant, les visiteurs disaient repartir avec l'impression troublante d'avoir été observés, non pas par la maison elle-même, mais par les noms inscrits sur les murs. Lorenzo ne retourna jamais vivre en Italie. Parfois, il recevait des messages d'inconnus le remerciant pour quelque chose qu'il n'avait pas l'impression d'avoir donné. Il avait simplement rompu un silence. Le reste se déroula de lui-même. Si cette histoire vous a mis mal à l'aise, c'est qu'elle a atteint son but. Des lieux comme ce manoir existent non pas à cause de fantômes, mais à cause de silences trop longtemps tolérés. Ces histoires méritent d'être racontées, discutées et mémorisées, afin qu'elles ne se répètent pas sous de nouvelles formes. Partagez votre opinion. Pensez-vous que les lieux peuvent porter des responsabilités humaines? Laissez un commentaire, partagez cette histoire avec tous ceux qui apprécient les récits sombres et réalistes. Et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui explorent la face sombre de ce que nous préférons oublier.